Merci, Madame la députée de Taillon. Docteur Trocmé, Madame Cornell-Bézina, merci beaucoup d'être là, tous les deux. Je veux noter pour ceux qui nous écoutent que votre mémoire est déposée et co-signée par 11 autres de vos collègues qui forment, d'après ma petite connaissance de l'enjeu, l'essentiel des chercheurs québécois dans le domaine. Je ne me trompe pas? Voilà. Alors, donc, l'essentiel des chercheurs québécois dans le domaine qui ont une certaine neutralité, comme disait le ministre, parce qu'ils ne sont pas à l'emploi des centres de protection de la jeunesse, ni du ministère. Ils font des études. Parfois, ils sont très critiques. Parfois, ils sont très laudatifs. Et là, vous, ce que vous dites, c'est écoutez, et je m'autorise la présence de la collègue de McGill pour dire « If it ain't broken, don't fix it ». Et ce que vous nous dites, c'est non seulement ce n'est pas brisé, ce qu'on a réalisé au Québec ces dernières années, non seulement ça fonctionne, mais ça fonctionne mieux qu'ailleurs. Et ça ne fonctionne pas un peu mieux qu'ailleurs au Canada, ça fonctionne beaucoup mieux qu'ailleurs au Canada. Et les endroits où on a essayé de faire ce que le projet de loi 10 pourrait tenter de faire ici, ça a été un recul, et ils ont essayé de fixer ce qui était notre broken. En fait, ils l'ont brisé. Et ils l'ont brisé tellement, maintenant, ils essayent de le réparer, puis ils ont de la difficulté. Alors moi, je suis très content d'avoir entendu le ministre ici nous dire qu'il avait hésité avant de mettre les centres jeunesse dans le grand bain de cette réforme colossale, et qu'il est très ouvert, justement, à cause de cette hésitation, et celle de la ministre déléguée, très ouvert à vous entendre dire, écoutez, gardez notre autonomie, enfin l'autonomie des centres. Je dis la vôtre parce que je sens que vous êtes bien engagé là-dedans et que vous sentez aussi une solidarité avec. Donc, gardez cette autonomie, faites en sorte que cela fonctionne. Mais évidemment, le ministre et chacun d'entre nous et vous-même, au premier chef, avez identifié que dans les interactions entre les centres de protection de la jeunesse et le reste du réseau de la santé, il y a des barrages, il y a des obstacles, et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Et c'est pourquoi, effectivement, vos suggestions sur la façon d'aplanir ces difficultés sont bienvenues. Maintenant, si on devait appliquer le projet de loi tel qu'il est, et effectivement, là, il y a des zones d'ombre, il y a un problème qui se pose, et je pose cette question-là, à supposer que finalement, ça soit le projet de loi. On sait que le directeur de la protection de la jeunesse a un pouvoir considérable, vous l'avez nommé, ce sont des enfants, et donc il y a un pouvoir quasi de fiduciaire. Qui, d'après vous, dans cette nouvelle structure, nommerait le directeur et aurait-il l'autorité nécessaire pour accomplir les tâches particulières qui lui sont données par la loi? C'est une grande question que vous posez. En fait, ma réponse, puis elle va être partielle très certainement, mais c'est que les personnes qui sont présentement à la direction générale, dans tous les niveaux de décision, de gestion en protection de la jeunesse, sont des gens qui ont une expertise, une expérience remarquable, qui est unique et qui n'est pas celle équivalente à ceux qui sont des dirigeants de la santé. Et il serait certainement dommage de perdre la qualité de cette expertise au profit de structures plus englobantes. Et c'est simplement ma réponse à votre question au sujet qui nommerait, je n'en sais rien comme chercheur. Par contre, il serait très important de nommer à la tête de ces institutions des personnes tout aussi qualifiées qu'ils le sont présentement. Mais on les a, là. En ce moment, on les a présentement. Pourquoi changer? L'autre question, c'est, évidemment, dans votre mémoire, vous êtes très pessimiste. Vous dites, le modèle québécois actuel repose sur les travailleurs sociaux de première ligne, encadrés par des gestionnaires qui savent user d'un jugement complexe et délicat pour distinguer les situations où une intervention de la protection de la jeunesse est absolument nécessaire. Et vous dites, puisque c'est ça, le projet de loi risque fortement de déstructurer le modèle de protection de la jeunesse du Québec et de mener à un accroissement dramatique du nombre d'évaluations des situations signalées sans pour autant bonifier les services. Et je trouve qu'il y a un lien, ce pessimisme-là, corrigez-moi si j'ai une mauvaise lecture, est-il teinté par le fait que les directions régionales des centres jeunesse en ce moment, comme les organisations syndicales, sont elles-mêmes très inquiétées au-delà de la réforme, sans même la réforme du projet de loi 10, par la réduction des budgets, qui est historiquement élevée. C'est la plus grosse coupure de l'histoire cette année, 50 millions, additionnée aux autres coupures, enfin l'appauvrissement de certains organismes communautaires
qui fait que le continuum en amont de prévention pour l'identification des enfants à risque est en train de se réduire et la capacité des centres de protection de la jeunesse de répondre à la demande malheureuse est en train de s'amenuiser aussi. Est-ce que ces inquiétudes-là s'empilent dans votre esprit? Autour de la réduction des budgets, notre mémoire et notre argument tient avec ou sans réduction. Je reprends la situation ontarienne où les budgets des centres jeunesse entre 2003 et 2008 ont doublé. D'autres services ont été coupés, mais les budgets des centres jeunesse ont doublé. Et le nombre d'enfants placés a augmenté de 40% et le nombre de signalements retenus a doublé également. Donc, à l'intérieur de la logique interne des centres jeunesse, la question de comment les budgets jouent par rapport aux services est complexe parce que, jusqu'à un certain point, à partir du moment où un enfant est placé, c'est une enveloppe budgétaire qui, à long terme, augmente qu'on le veuille ou pas. On a pris une certaine responsabilité par rapport à cet enfant. Donc là, ce qui nous inquiète, c'est pas spécifiquement autour de l'impact de ces changements sur les budgets des centres jeunesse, mais c'est vraiment au niveau de la structure décisionnelle et du soutien autour de cette structure décisionnelle. Je veux également noter autre chose. Notre argument n'est pas nécessairement que dans toutes les circonstances, ce modèle est le modèle idéal. De nouveau, je retourne à la situation en Alberta où ils ont essayé de faire un retour dans cette direction j'ai co-dirigé ensuite une enquête sur l'impact de ce retour et notre recommandation finale était de retourner au système centralisé, d'éliminer les conseils d'administration et de retourner à un système centralisé, décisionnel à partir du ministère. Donc une recommandation qui est très différente de celle qu'on est en train de faire ici. La raison pour cela, c'est que la pire des situations, c'est une situation où les gens ne sont pas clairs par rapport à qui va prendre la décision finale et qui a la responsabilité finale. Donc quand on a un système à moitié décentralisé, à moitié régional, où l'autorité du centre jeunesse est à moitié dans les mains du directeur de la protection de la jeunesse, mais ce directeur répond à deux différentes personnes, au ministère et au directeur régional, par exemple, on commence à avoir une situation où la clarté n'est pas là pour soutenir ces décisions complexes. Il faut vraiment des situations où c'est très clair qui répond à qui et qu'il n'y ait pas deux responsables possibles. Je retourne de nouveau à l'Alberta. Les personnes qui prennent les décisions sur l'embauche des directeurs sont différentes des personnes auxquelles les directeurs répondent au niveau légal. Donc le directeur de la protection de la jeunesse pour la province n'est pas la personne qui prend la décision sur l'embauche des directeurs régionaux. Et ça crée en fin de jour une situation où personne n'est vraiment responsabilité et la responsabilité finit par retomber sur l'intervenant qui réagit comme on le pense en se disant je ne vais pas prendre trop de risques ici. Je comprends. Donc la chaîne d'imputabilité doit être claire et le sort de l'enfant en dépend parce que des décisions rapides, délicates, complexes doivent être prises et chacun doit savoir quelle est son autorité et de qui elle relève. Mais Mme Colleen Vézina, je ne sais pas si vous avez vu récemment Jacques Frémont, qui est le président de la Commission des droits et libertés de la personne et de la jeunesse, a émis un avis disant que, et là je reviens aux compressions budgétaires, qu'il y a un point au-delà duquel les ressources ne sont plus disponibles pour protéger le droit de l'enfant tel qu'il est défini dans la loi de protection de la jeunesse. Est-ce que vous partagez sa préoccupation? Écoutez, je partage très certainement sa préoccupation qui repose sur le fait que des ressources sont nécessaires pour pouvoir aider des enfants et des familles qui sont dans des conditions extrêmes. On parle de familles qui ont vraiment à faire face à un niveau d'adversité que bien peu d'entre nous avons à faire face au quotidien. Alors, je partage certainement dans sa lignée d'esprit que les ressources doivent être mises en place pour pouvoir répondre à leurs difficultés et que sinon on passe à un niveau où on va simplement
pallier à des difficultés très, très ponctuelles. Un enfant qui fugue, un enfant qui s'implique dans des gangs de rue, sans toutefois offrir à cette famille ou à cet enfant des services qui vont réellement lui permettre de reprendre une trajectoire développementale plus optimale et qui va simplement pallier un symptôme très rapidement. Je vous remercie.